si vous dansez à l'arrêt du bus et que les gens vous regardent, c'est pas vous le problème. C'est les gens qui vous regardent le problème. Et ouais, c'est leur propre reflet. Voilà, exactement. C'est le truc. Là, vous êtes en train de leur renvoyer ce qu'ils ne font pas et qu'ils aimeraient faire. Exactement. Tu fais ce que tu es. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. Yo, Mister Plémo. Yes, Mr. Winter. Comment vas-tu? Ça va, merci, ça va, merci. Je suis super heureux de t'avoir dans cette émission Ikigai. Merci. T'es, je pense, l'homme de la situation. Pour moi, ça fait des années que je réfléchis à ce concept d'émission. D'accord. Et t'as toujours réapparu dans un coin de ma tête. T'as toujours été là. Je me suis toujours dit, le jour où je fais ce type d'émission, Plémo sera un de mes invités, s'il l'accepte, bien évidemment. Bien sûr, merci pour cette invitation. Et comme je connais ton travail, le fond de ton travail, ça me fait super plaisir de partager ce moment-là avec toi. Je suis super honoré. On sait, puisqu'on discute beaucoup, on échange beaucoup. On échange pas mal. On se suit beaucoup. Et c'est vrai qu'on a beaucoup connecté parce qu'on se connaît mine de rien depuis des années. Exactement. Et je t'avais rencontré la première fois parce que je voulais que tu participes à un des événements que j'avais créé. Autour du hip-hop. Exactement. Le JHR Crew. Et tu as été speaker lors d'un de ces événements. Ouais. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. Parce que tu es quand même l'homme de l'ombre et j'aimerais bien, comme on disait, cet homme-là, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est pas n'importe qui. Et gentil. Il faut qu'on mette en lumière les hommes de l'ombre parce que ils sont essentiels et importants. À plein de choses, à plein de personnes. Il t'a permis une évolution de carrière à énormément de personnes. Mais toi-même, ta vie, je pense, c'est phénoménal. Il faut savoir que cet homme-là, on ne dirait pas comme ça, mais il va avoir 50 ans dans 15 jours. Tu viens de me dire 14 jours. Dans 14 jours, tu as 50 ans et j'espère que ça sera le jour du lancement peut-être du podcast ou en tout cas d'un extrait. Voilà, on va tout faire pour parce qu'on est le 2 août. Qui est Plémo? Qui es-tu? Je vais te définir, je vais te décrire un peu, parce qu'après, je vais te laisser la parole. Danseur, tu m'arrêtes si je me trompe pas. Danseur, chorégraphe, MC, speaker, coach artistique, coach de vie. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est déjà pas mal. Hein. Formateur, professeur de danse. Ouais. Parce que très souvent, on confond chorégraphe et professeur de danse. D'accord. Donc, c'est vraiment professeur de danse et chorégraphe et formateur aussi. Ok. Parce qu'il y a vraiment cette fonction de former les gens. Il n'y a pas juste enseigner la danse, mais aussi dans la formation qui amène au coaching justement et à l'accompagnement. Ok. Donc tu es vraiment un accompagnateur, on peut le dire. Voilà, exactement. Mais tu es déjà dans la danse depuis quel âge? Parce que je ne t'ai même pas posé cette question. Oula! C'est depuis quand que tu as eu cette passion? Depuis tout petit en fait. Depuis tout petit, moi c'est comme pour beaucoup de danseurs, c'est Michael. Ouais. C'est James et c'est HIPHOP. HIPHOP, les années 80, émission. Moi j'avais une dizaine d'années et c'est là-dedans. C'est la musique, on écoutait beaucoup de musique à la maison et comme j'ai 2 sœurs, mais on est très très proches, tu vois. Donc on dansait tous les 3 ensemble. Ouais. Et du coup c'était mon premier groupe de danse, mon premier crew. Ouais. En famille. Voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence et c'est comme ça que ça a commencé et puis je me suis jamais arrêté. Waouh. Et donc HIPHOP, on le rappelle, qui était la première émission hip-hop mondiale qui est apparue en France quand même. Exactement. HIPHOP. Et en plus, tu as eu l'honneur de rencontrer Monsieur Sidney. Monsieur Sidney. Exactement. Et quelques années. Yes, public. Donc tu as eu l'honneur de rencontrer également Monsieur Sidney et il a pu échanger pas mal de choses avec toi, mais on va en reparler parce qu'on va aussi nommer tes plus grands faits d'armes pour ceux qui ne te connaissent toujours pas, parce que c'est bien beau de dire que tu es danseur, etc. Tu es quand même à l'origine de la création donc, du COSEC, tu m'as dit, qui était en 1996, donc c'est quand même assez ancien, dont sont sortis, si je ne me trompe pas, les Twins, entre autres, qui sont quand même les plus connus, on est obligé de les citer, parce que je pense que s'il y a un groupe entre guillemets de danse, enfin 2 danseurs qui sont connus mondialement, je pense que c'est quand même les Twins, on n'en connaît pas beaucoup d'autres, sauf quand tu es bien sûr dans le milieu de la danse. Parce qu'après ça arrivait à une autre échelle. C'est ça. Du coup, c'est ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que tu vas dire quand même les Twins, même quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de la danse va certainement les connaître. Voilà. Donc c'est pas rien. Ils ont remporté le Juste Debout en 2011, c'est ça? Exactement. Donc un peu toi à travers eux aussi, j'imagine. C'est une fierté. C'était une équipe. Exactement. Tu as participé à France O, tu étais présentateur. Exactement. Pendant 4 ans. Voilà, c'est ça. T'étais manager de Sniper, tu m'as dit. Alors ça, j'ai appris ça. Non mais tu vois, ce genre de choses. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches.
de nulle part, c'était écrit, c'est pas ça. Un jour notre ça gravé dans la... Ouais, alors tout début, en fait, à l'époque, j'étais pas que dans la danse hip-hop, j'étais vraiment dans le milieu hip-hop, dans le mouvement hip-hop, donc j'ai mixé, j'étais dans le rap, donc j'ai pas rappé. Ouais. Je voulais pas. J'ai pas rappé, mais j'ai graffé, j'ai dansé, je danse encore, j'ai mixé pendant longtemps, etc. Et à l'époque où j'étais dans le milieu du rap, j'étais beaucoup à Sarcelles, et notamment avec Daesh et avec beaucoup d'artistes, avec Last aussi. Et c'est ce qui a fait que justement, la connexion s'est faite naturellement et avec le temps. Wow. Et donc du coup, et puis Karl Blacko, qui est un ami d'enfance. Donc il y avait l'avant Sniper, le pendant Sniper, puis l'après Sniper. Puis, mais alors tout début, c'était moi. J'étais le premier manager. Donc il a quand même vécu l'âge d'or un peu du hip-hop. T'as quand même vécu l'âge d'or du hip-hop, autant en danse qu'en musique, en rap, en graphe et tout ça. Donc c'est exceptionnel. Et après, t'as fait quelques spectacles. Donc tu avais spectacle Pas de quartier en 2006. Exactement. Qui a fonctionné, qui a duré quand même 2 ans. Au moins 2 ans, dont on a fait à peu près plus de 150 dates. À peu près, à travers toute la France et à l'étranger aussi. On a fait l'Égypte, on a fait pas mal de destinations extraordinaires. Et c'était la collaboration et la connexion et l'alchimie avec un metteur en scène qui s'appelle Eric Chico, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps et je travaille encore sur beaucoup d'événements sportifs, événements culturels, artistiques. Et on a monté ce spectacle-là ensemble. Et après, voilà, je développerai un peu plus sur ce spectacle-là. Mais c'est vrai que ce spectacle-là, ça a été quelque chose de fort. Magnifique. Bah oui, mais non, mais c'est sûr que on résume tout ça parce que je pense qu'on peut parler de chaque événement. Oui. Ça peut être une émission de podcast en entier. Mais là, j'aimerais résumer tout ça pour parler après vraiment de l'homme que tu es. Mais ça n'enlève rien à tout ce talent extraordinaire et tous ces faits d'armes extraordinaires. Parce qu'après, tu as fait aussi Rue au Grand Palais, qui s'est passé au Grand Palais. Exactement. Justement, c'est une des œuvres que j'ai fait avec Eric Checo aussi, pareil, en collaboration. Et c'était l'événement hip-hop le plus gros à ce jour, puisqu'on a réuni plus de 55 000 personnes au Grand Palais sur 3 jours. De toutes les générations confondues, et il y avait toutes les disciplines, il y avait le graffiti, il y avait la danse, il y avait le rap, il y avait le BMX, il y avait... extraordinaire. Enfin voilà, il y avait des rampes, c'était hallucinant. En fait, tu as réalisé mon dream de quand on organisait Génération Triple B, moi c'était vraiment à l'échelle minime. Voilà, c'est vrai, c'est Mais exactement ça. pourquoi j'étais pas à cet événement en fait? Je sais pas. Qu'est-ce que je faisais? C'était en quelle année ça? C'était en 2006. 2006. Qu'est-ce que je faisais? Et voilà. Mais ça m'étonne pas que tu as dû kiffer parce que moi j'étais déjà tellement heureux de réunir une centaine de personnes dans une salle et réunir toutes les générations, tous les styles, etc. Exactement. Et toi tu l'as fait à une échelle. À une échelle nationale du coup, mais c'est énorme de pouvoir partager sa passion avec autant de gens en fait. C'est surtout ça. C'est même pas le fait de se dire j'ai réuni tant de personnes, tu vois. C'est pas du chiffre réellement, mais c'est vraiment le fait d'avoir pu diffuser et partager avec autant de personnes et fait découvrir, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent découvrir le hip-hop dans ces moments-là, dans ce genre de moments, et tu te dis, et ils repartent, ils disent, mais je savais pas que c'était ça le hip-hop. Tu vois, on voit de l'extérieur, on pense que c'est changer un peu l'image qu'on peut avoir du hip-hop de base, surtout dans ces années-là où c'était un peu nouveau, un peu récent. Ça souffrait d'une certaine image. C'est ça. C'était pouvoir vraiment transmettre ça et dire que non, ça va être un super moment, on est là pour s'amuser, pour s'ambiancer, d'où que tu viennes, qui que tu sois, tu vas passer un super moment. Et le hip-hop, généralement, c'est ça. Les battles de danse, aujourd'hui, c'est ça. C'est quelque chose de populaire. T'as pas d'âge, t'as pas de couleur, t'as pas de longueur de cheveux, taille des orteils. C'est vraiment chacun... c'est vraiment le truc de venez comme vous êtes, tu vois. C'est ça. On le faisait avant une certaine marque de fast-food. C'est vraiment ça. Mais voilà, c'était déjà venez comme vous êtes et quand tu le vis, quand tu vis un moment, que ce soit 100, 50 ou 3000 ou 50 000 personnes, tu reçois de la même façon parce que tu dis, punaise, mais c'est bon le hip-hop. C'est magnifique. C'est ce qui fait que je suis encore dedans aujourd'hui, quoi. C'est là qu'on se rejoint et qu'on se comprend parce qu'on a un peu grandi dans ces univers-là. C'est ça. Mais c'est magnifique parce que tu es quelqu'un qui transmet, qui partage, qui fait monter les gens, qui les met en lumière, etc. Mais on ne parle pas assez de l'homme qui est derrière tout ça. Et l'ombre, c'est l'ombre en fait. C'est pas l'homme, c'est l'ombre. Et là, c'est toi qui m'intéresse aujourd'hui, Plémo. Mais j'aimerais savoir parmi tout ça, parce que
Voilà, l'homme a grandi à Sarcelles. On pourrait dire que tu es passé de Sarcelles à Los Angeles, tu vois, limite, directement ou indirectement. Mais tu n'es pas le genre de... Tu es tellement humble que tu n'es pas ce genre de personne qui met ça en avant. Si on ne te connaît pas, on ne sait pas forcément tout ce que tu as fait. Il faut vraiment te connaître ou savoir ou te poser des questions pour se rendre compte de la personne que tu es. Mais c'est incroyable. Quelle a été la chose la plus incroyable que tu retiens de ces 50 ans de vie et de carrière, entre guillemets, de passion quelle est la plus belle chose, ton plus beau fait d'armes? Qu'est-ce que tu retiens le plus? De vie, c'est le fait d'être papa, forcément. Et de rendre fiers mes parents, forcément. Et de carrière, ce serait... En fait, c'est pas un événement, mais c'est tout ce que j'ai fait et que je suis encore en train de faire encore aujourd'hui, et que tant que là, ça continue à battre, je continuerai à faire. C'est vraiment ce... T'as réussi à garder cette passion. Ouais, mais en fait, c'est dingue parce que elle me nourrit chaque jour. Vraiment, elle me nourrit chaque jour, et plus j'en prends conscience, plus je me nourris de ce qui me fait développer et de ce que j'aime. Et c'est là tout le thème de l'ikigai, parce que pour moi, tu l'as trouvé à 200% de ce que tu me dis. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important l'ikigai, selon moi, c'est que quand tu trouves un domaine, quelque chose qui te nourrit jour après jour, en fait, tu peux travailler comme ça à l'infini. Moi, je pense que même tu t'en fous de la retraite en vrai, non? Si tu peux, tant que tu peux continuer, tu vas continuer, que ce soit d'une manière ou d'une autre, à transmettre les choses, à transmettre ton énergie. Et en fait, tu vas transmettre une passion à des gens, et quel plus beau kiff. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de se trouver dans cet équilibre. Et c'est pour ça que c'est dingue cette histoire d'ikigai. Non, parce qu'il faut savoir que c'est moi qui fais le podcast de l'ikigai, mais le maître de l'ikigai, je pense qu'il est là. C'était lui qui doit me transmettre les choses. Je vois un peu comme maître Yoda. Non, mais c'est vrai, c'est à partir du moment où tu comprends, tu dis ok, je veux continuer à me nourrir de ça en fait. Et c'est pour ça que c'est pas un seul fait d'armes de se dire c'est un événement ou un événement. Évidemment, il y a plein de choses qui ont été des rebondissements dans ma vie, et tu dis wow, c'est fort, et du coup tu dis j'en veux encore, et du coup tu fais en sorte de te nourrir encore de ça, parce que tu sais que ça te nourrit positivement en fait. Et donc voilà, là en tant que danseur, si je prends l'exemple en tant que danseur, le danseur de 20 ans, le danseur de 30 ans, le danseur de 40 ans, le danseur de 50 ans, pas encore, mais le danseur de 40 ans, de la quarantaine d'années, il est pas le même. Mais là, dans celui-là qui est dans la quarantaine d'années, je kiffe. Sans se dire, ouais, je m'aime, etc. Mais c'est vraiment, je kiffe parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et puis l'hygiène de vie, elle n'est pas la même que celle qui avait 20 ans. À 20 ans, on ne mettait pas de genouillère, on fonçait, on faisait des trucs au sol. Du coup, celui de 40 ans, il reçoit... Il est un peu plus sage. les bêtises de celui qui avait 20 ans, tu vois, le fait de ne pas avoir dansé avec des genouillères. Mais du coup... dès que j'ai une douleur quelque part, je sais d'où elle vient et pourquoi j'ai cette douleur-là, et comment faire en sorte que j'ai plus mal à cet endroit-là. Alors qu'à l'époque, l'expérience. Exactement. À 20 ans ou à 30 ans, j'ai une douleur, je dis c'est pas grave. Et puis on s'habitue à cette douleur, puis on danse avec pendant plusieurs années. Donc c'est plein de prises de conscience qui font que tu aimes encore plus, que tu aimes encore plus ce que tu fais et qui tu es. Et j'ai l'impression que tu rajeunis chaque année. Enfin, à chaque fois que je te vois, il me redit son âge, et à chaque fois je te dis non. Je pense que l'ikigai est aussi source de maintien de la jeunesse. C'est vraiment l'équilibre. Voilà. En fait. C'est vraiment une histoire d'équilibre. Je pense que cette joie de vivre, etc., ça joue surtout dans la vie. En fait, c'est ça qui est exceptionnel. C'est pas que dire oui, j'ai un métier que j'aime, mais c'est un équilibre sur tout dans la vie. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et tu m'as parlé de rendre fiers déjà aussi tes parents. Est-ce que tes parents ont tout de suite compris, accepté ce que tu faisais, ou ils comprenaient pas trop au début? Comment tu leur as un peu... Nope. Vas-y, raconte. Non, mais quand t'es enfant et que tu danses, on dit c'est un kiff, il aime bien, il danse et tout. Alors surtout qu'en plus c'est mes parents, alors plus précisément ma mère qui nous a fait écouter beaucoup de musique. Alors c'était de la funk, c'était le hip-hop, le début du rap, c'était de la pop. Parce que c'était Madonna, parce que c'était Culture Club, c'était plein de choses, c'était de la soul, c'était du reggae aussi, et c'était évidemment la musique africaine. Alors les musiques africaines, parce qu'il n'y a pas qu'une musique africaine, voilà, c'est important de le préciser. Et du coup, la musique sud-américaine aussi, en fait, c'est vraiment la musique en général. Et du coup, tu te nourris de la musique en général et tu commences à aimer. Et c'est ça, pour moi, et je pense pour beaucoup de danseurs aussi, c'est la passion pour la musique qui a développé la passion pour la danse.
Et tu sais, c'est marrant que tu me dis ça, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Parce que, mais moi, tu vois, j'étais passionné de musique. J'ai pas fini danseur, mais je pense que j'aurais pu si j'avais un minimum de talent, si j'avais testé. Mais j'ai grandi avec Romix, que tu connais. Oui, qui est carrément. Un super danseur. Et on a évolué ensemble. Ça a été un peu mon petit frère avec qui je faisais les chorés dans la chambre. Parce que c'était mon voisin, tu vois. Et on s'amusait. On était des passionnés de musique. La musique, ça nous rendait fous. Et on écoutait tout style de musique. Je suis d'accord avec toi. Et lui, tu vois, a fini dans la danse. Et moi, j'ai trouvé comment me servir de cette musicalité, mais à travers la vidéo, c'était une autre manière de transmettre. Et en fait, comme mon pote était danseur, je prenais un moment pour le filmer et j'ai tout de suite accroché en fait avec le monde de la danse parce que vous transmettez quelque chose de puissant, de fort, un message que j'adorerais pouvoir transmettre, mais je le transmettais à ma manière en essayant de reproduire ce que vous voulez me montrer, mais à travers la vidéo. Et tout ça vient de la musique. C'est vrai que la musique et la culture musicale, c'est très très fort. Et j'en profite. Ouais, la caméra, elle est là. Il faut... C'est pour ça que je kiffe son travail. Là, je dis pas ça parce qu'il est en face de moi, mais je kiffe son travail parce qu'il arrive à retranscrire, à faire partager justement cette passion que les danseurs ont. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle d'art. On parle d'art, on parle pas juste de technique, d'appareil, de focus, etc. On parle d'art parce qu'il y a une âme dans son travail. Voilà, donc j'en profite. Merci beaucoup, frérot. Et je le transmets, c'est pareil pour toi. Merci. Et voilà, c'est vraiment cet art-là qu'on vient chercher. C'est pas se dire on veut faire la vidéo juste parce que ça fonctionne, on veut faire de la danse juste parce que ça fonctionne, ce qui est d'ailleurs en train de se produire, j'ai l'impression, dans cette nouvelle génération. On va voir ce que tu en penses très bientôt. Savoir est-ce que tu as un avis là-dessus ou pas, je sais pas. Hein, je t'ai pas posé encore la question. Justement, j'ai évité cette question juste avant. Alors, juste avant, je voulais juste revenir parce que tu m'avais posé la question par rapport à la famille, à mes parents et tout. Et après, donc, on était en famille et on écoutait beaucoup de musique. Et du coup, comme on écoutait beaucoup de musique, c'est ça qui a créé la danse. Donc, comme il y avait la musique, on aimait et puis on voyait... Tu sais, les débuts, Michael Jackson avec ses danses, ses chorégraphies, ses concerts, etc. Et du coup, on essaie de reproduire. Puis quand le HIP Chopper est arrivé, l'émission de Sydney, tu dis, pareil, je vais reproduire. Donc c'est le kawaii, tu veux absolument un kawaii, tu veux des gants blancs et tout ça, etc. La casquette sur le côté. Et tu essaies de reproduire la vague, etc. Et tout. Et en fait, c'est comme ça au fur et à mesure. Mais c'était... Habibou, arrête de danser dans la cuisine. C'est à travers la maison, ma mère elle entendait, elle savait quand je dansais, donc du coup il fallait que j'arrête de danser. Alors petite anecdote, ma cuisine elle avait des carreaux. Et en fait, pour moi, je l'utilise encore dans mes formations, c'est que les carreaux c'est un exercice de danse en fait. Ça veut dire que j'utilise les carreaux, je prends juste des carreaux, donc il y a certaines formations que j'ai faites où je dessine juste un carré avec, 4 carrés pardon. Et je me sers de ça pour travailler mon jeu de jambes. Et donc, j'ai travaillé mon jeu de jambes comme ça pendant pas mal de temps. Tu as reproduit la cuisine de Playmo. Oui, et donc du coup, dans mes formations, je disais, ça là, vous êtes bienvenus dans ma cuisine. Waouh. T'as tellement raison. Oui, et c'est des petites choses qui restent et qui grandissent avec moi, en fait, tu vois. Oui. Mais pendant longtemps, mes parents, c'est juste un kiff, mais c'est pas un truc que tu vas faire un métier avec, c'est pas possible. Alors à quel moment ils ont commencé à comprendre que c'était plus qu'un kiff quand j'ai commencé... En fait, ils pouvaient pas arrêter... il fallait qu'ils arrêtent de te dire stop. Quand on a commencé à rassembler, fédérer et réunir positivement dans la ville, en fait. Ça veut dire qu'on faisait des petits spectacles et tout ça, etc. Et puis au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de monde. Puis après, dans notre groupe que j'avais avec mes sœurs et puis d'autres amis, c'était, nous aussi, on veut danser. Donc, du coup, on a formé les plus petits. Et puis, du coup, les plus petits voulaient faire des spectacles aussi. Donc, et c'est comme ça que le COSEC, au fur et à mesure, il y a eu déjà une génération, puis 2 générations, etc. Et puis c'est les gens de la ville. Parce que ma mère, elle venait des fois, ou quoi que ce soit. Ou alors, c'est les gens qui disaient « Ah, Bibou, il est venu, il a fait un spectacle et tout ». Jusqu'au jour où monsieur le maire de la ville vient voir maman et lui dit mais votre fils, parce qu'on le voit en spectacle, on le voit sur scène, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça naturellement, est-ce qu'il est dans le partage et dans l'altruisme et tout? Et il dit oui. C'est extraordinaire. Il dit oui, il est pareil à la maison en fait. Lui il voulait savoir parce qu'il se dit c'est peut-être un rôle qu'il joue sur scène, mais peut-être qu'en dehors de ça. Et puis en fait non, le but c'était vraiment de partager la passion. Et puis plus je la partageais, plus je kiffais, plus je voulais encore la partager, tu sais, c'est vraiment le truc de se nourrir de quelque chose de positif, tu vois. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, avec les années, tu dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mais, et du coup, je le sais, ma mère, elle est fière de moi, je sais que mon père, elle est fier de moi, je sais que mes parents sont fiers.
Ils ne le disent pas parce que c'est un peu tabou, les je t'aime, les je suis fier de toi. Mais je le sais parce que c'est mes sœurs qui disent que ma mère leur a dit que... tu vois, donc voilà. Mais c'est là-dedans. Mais oui, il y a cette fierté au fur et à mesure des actions de mes parents. Parce que mine de rien, on se nourrit aussi de ça, on va pas se mentir. Moi, quand je sais que je rends fier mes parents, je suis plus heureux. Je me dis, mine de rien, c'est en fonction des valeurs, je pense que les parents aussi te transmettent, etc. Moi, quand je sais que mes parents, je les ai rendus fiers, je me dis, bon, je suis sur le bon chemin de ma vie. En vrai, ça, c'est bête, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et alors, important. On va sûrement en revenir après, mais c'est justement un truc de validation et d'acceptation. Et parfois, on s'empêche, consciemment ou pas, d'avancer parce qu'on n'a pas cette validation ou cette acceptation, en fait. Et c'est là, c'est celui de 40 ans qui te dit ça. Celui de 20 ans, il est dans le kiff et il ne comprend pas pourquoi jamais sa maman, elle lui dit qu'elle est fière de lui ou quoi que ce soit, ou son père, tu vois. Mais du coup, c'est quand tu prends du recul, tu avances et tu dis, ok, en fait, elle-même, elle n'a pas appris à dire je t'aime, à dire je suis fier de toi. Exact. Mon père non plus, pareil, tu vois. Et donc, du coup, tu comprends que c'est l'éducation qui est comme ça. Donc, du coup, c'est même pas de sa faute, c'est même pas de leur faute, mais c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Mais quand toi, t'en prends conscience, tu dis, avec mes enfants, vu que moi, j'en prends conscience, c'est à moi de changer ça. Après, de prendre ce rôle ça peut être tout un autre débat, mais on peut parler des langages de l'amour, etc. Chacun exprime son amour de manière différente, et c'est là aussi que des fois qu'il y a des incompréhensions, parce qu'on se dit, mais telle personne, que ce soit les parents, les amis ou ton amoureux, ou voilà, te dire, mais là, je croyais qu'il m'aime. Enfin, on pense que la personne ne nous aime pas parce qu'elle ne nous fait pas de cadeaux, mais c'est pas sa manière d'exprimer de l'amour, ou parce qu'elle ne nous donne pas du temps. Mais chacun a ses manières de... Chacun, exactement. Voilà. On a tous une sensibilité différente parce qu'on a tous une histoire différente. Et c'est vrai que ça a un impact plus ou moins fort dans nos vies. C'est-à-dire que même des frères et sœurs ou des jumeaux ou quoi que ce soit, tu leur donnes la même éducation, les mêmes mots, les mêmes termes, mais quoi qu'il arrive, ils n'auront pas la même sensibilité. Donc, au bout d'un moment, la vie, elle n'est pas la même. Leur vie, elle n'est pas la même parce que tu dis, ce mot-là, le je t'aime, deux personnes vont le prendre différemment. Parce que pour un, la notion du je t'aime, c'est quelque chose de difficile. Pour d'autres, la notion du je t'aime, c'est plein d'amour avec des câlins, avec des cadeaux. Tu vois, en fait, et c'est sur ça qu'au fur et à mesure de l'adolescence et après l'adulte, on crée une vision de l'amour, on crée une vision de la vie, on crée une vision du couple aussi. Et on se nourrit de ça et puis on se dit, bon, vas-y, pour moi, c'est comme ça. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un, c'est deux éducations, deux sensibilités, deux choses complètement différentes où tu dis, mais ok, alors, asseyons-nous, discutons. Et c'est quoi ta vision de l'amour? Exactement, c'est très important de communiquer là-dessus. Oui, mais on le fait pas. On le fait pas assez. Du coup, on est à l'écoute, on n'est pas assez à l'écoute. Donc, du coup, on se dit, ok, moi, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et puis, je changerai pas parce que je suis comme ça, parce que j'ai... Mais non, mais il y a des choses dont tu peux prendre conscience et que tu peux faire changer, justement, parce que tu en as pris conscience. Et c'est ça qui fait que dans nos vies, on évolue. Et c'est ça du développement personnel. Et c'est parti de la danse au développement personnel. Alors, est-ce que tu peux me donner le lien entre la danse et le développement personnel? Parce que je suis sûr que tu as un truc intéressant à me dire là-dessus. Alors déjà, COSEC, le terme COSEC, c'est C-O-S-E-C. Et tu en as dans toute la France. Ça veut dire Centre Omnisportif et Culturel, quelque chose comme ça. Donc quand tu tapes COSEC, tu en as plein, dans plein de villes. Nous, on en a à Saint-Brice, à Sarcé-Saint-Brice, à Saint-Brice plus précisément. Et quand on est arrivé, alors avant d'être dans cette salle-là, on était dans le sous-sol d'une maison. C'est une association qui s'appelle Contact Plus, qui était de Saint-Brice, qui nous a permis de pouvoir avoir un petit local pour pouvoir danser et partager, et puis commencer à faire des spectacles, etc. Et quand on a eu la salle du COSEC, donc en 96, donc on existait déjà un peu avant, mais on a créé l'association et on a eu des locaux, des vrais locaux, une vraie salle de danse. Du coup, on arrive, mais nous, comme on sait ce que la danse a provoqué chez nous, on transforme le COSEC, donc Centre Omnisportif et Culturel, en un corps opérationnel si l'esprit est calibré. Waouh! Ok. Et du coup, COSEC, c'est ça.
C'est un truc de... C'est d'abord là-dedans que ça se passe, évidemment là-dedans, avant le cœur, avant le corps. Waouh. Et c'est ça. Et c'est ça COSEC, et c'est ça que l'on traverse, avec lequel on traverse les années. Parce que pour moi, pour nous, chez nous, quand il y a quelqu'un, si tu viens dans mon cours, si j'ai une tulipe en face de moi, je n'essaie pas d'en faire une rose. Du coup, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de qui est la personne. Exact. Mais tu as beaucoup d'écoles, alors je dénigre personne, etc. Mais tu as beaucoup d'écoles où... Tu vas rentrer dans un moule. Ok, viens, bah, ça se passe comme ça et pas autrement. Mais si tu as 10 élèves, tu peux pas utiliser les mêmes termes, ou c'est compliqué pour moi d'utiliser les mêmes termes avec tout le monde. Ça veut dire que tu n'as pas conscience de qui tu es en face de toi. Et c'est ça qui fait que si tu prends la plupart des danseurs du COSEC, personne n'a la même identité. Il y a des écoles où tu as, entre guillemets, sans être méchant ou quoi que ce soit, hein, tu as une identité pour une école. Parce que c'est d'imposer cette identité-là, tu vois. Ah bah, dédicace à l'éducation nationale aussi. Hein. À la Voilà, parce que quand on part dans ce genre de transmission, bah oui. Bah, ça donne des personnalités folles. Mais oui. Parce que les danseurs avec qui tu étais ou que tu as formé, etc., tu as des identités incroyables. Bien sûr. Et c'est ça le truc, c'est de te dire, ok, tu arrives avec cette sensibilité, cette écoute, ce rythme-là, etc., etc. Et en fait, du coup, on transmet les bases, on transmet des techniques, évidemment. Mais d'abord, c'est dire, ok, qui tu es, qu'est-ce que tu es. Danse pour voir, mais c'est pas pour te juger, c'est surtout pour voir ce que tu es. Donc n'essaie pas de me prouver, je veux juste te recevoir. Et à partir de ça, c'est dire, ok, bah, vu que tu es comme ça, c'est ça qu'il te faut. Vu que tu es comme ça, c'est ça qu'il te faut. Il y a pas mal de notions en fait que j'explique là et que je vais continuer à expliquer. Par exemple, c'est la notion de diriger et guider. Et beaucoup ne font pas cette nuance-là. Je te prends le rôle de parent. Pour beaucoup de parents, c'est diriger. C'est-à-dire que tu fais ça, point. Et ton avenir, ce sera ça, point. Pour d'autres parents, c'est guider. Guider, c'est il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Choisis ta voie. Exactement. Pour un professeur, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est de montrer les possibilités qu'il y a pour que par rapport à nos sensibilités, nos vies, etc. Tu t'y retrouves. Bah, tu t'y retrouves. En fait, ça marche jamais de faire quelque chose, de rentrer dans un moule qui ne te correspond pas, qui n'est pas toi. Du coup, très souvent, comme on est dirigé, eh ben, on part dans une seule direction. Et du coup, mais 20 ans, 15 ans, 1 an, 3 ans, je ne sais pas combien d'années plus tard, on se dit, mais en fait, j'arrive pas, je me sens pas bien. Et pourquoi on se sent pas bien? Parce qu'on est parti dans un truc qui n'est pas nous, qui n'est pas nous. Exactement. Mais c'est quand on comprend qu'en fait, mais il y a d'autres voies, il y a d'autres façons. Quand tu fais du hip-hop, quand tu apprends la danse hip-hop, il y a du locking, il y a du popping, il y a du break, nanana. Un professeur, quand il arrive, il dit, ok, il y a ça, ça c'est plutôt funky, ça c'est hip-hop 90, ça c'est plutôt house, etc. Ça c'est plutôt break, donc c'est plus intensif. Maintenant, choisis ta voix. Il y a des danseurs qui se disent, ok, je connais, mais ma voix, je préfère partir sur celle-ci. Là, du coup, le professeur, il a guidé. Diriger, en fait, finalement, c'est la vision du professeur ou du parent qui impose une vision. Comme par exemple les fameux parents qui disent, voilà, moi j'aurais aimé, je sais pas, être un grand champion de tennis, tu vas devenir un tennisman, mon fils, mais après, des années après, on dit, ouais, mais en fait, j'aime pas ça, je veux dire, tu m'imposes le truc. On est combien à avoir vécu ça? Tu vois? Oui. Et ça marche, bah, moi je le retransmets, hein, tu m'en parles dans la danse, c'est extraordinaire, c'est un bout de vie, mais ça tu retranscris dans tout dans la vie. Bah oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, trouver ta voix, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est juste tu l'as réuni dans le milieu de la danse et tu l'as compris. C'est ça. Mais c'est ça le vrai rôle d'un guide, d'un professeur, d'un guide. Exactement. C'est de te dire, voilà, au vu de ta sensibilité et de ce que tu ressens, faut que tu testes ça. Ça sert à rien d'essayer de vouloir faire comme un tel, comme un tel. Et c'est pour ça que je dis souvent, faites ce que vous êtes. Faites ce que vous êtes, ça veut dire d'abord de comprendre qui tu es. Et par rapport à ça, tu fais. Donc, en fait, c'est se connaître soi, en fin de compte. Exactement. Se connaître soi, c'est comme dans tout. Exactement. Et du coup, très souvent, on prend ça comme un échec. Si tu fais 1 heure de cours ou 2 heures de cours, à la fin du cours, tu n'as pas réussi la chorégraphie, il n'y a pas de souci. C'est OK. Et pourquoi c'est OK? Parce que là, c'est quelqu'un d'autre. Donc, là, pendant 1 heure, tu as essayé d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est ça. Avec tes sensibilités, ta vie, ton expérience, tes cicatrices, tu as essayé d'être dans la vie de quelqu'un d'autre pendant 2 heures.
c'est pas grave. Et puis même, vaut mieux le prendre comme une expérience et te dire, ok, j'ai compris ces pas, j'ai compris cette vibe, ok, ça me parle, ça me parle pas. Et après, créer ton univers et ton truc à toi. C'est exactement ça. Si on parle d'un exemple concret, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, par exemple, avec les Twins qui sont peut-être les plus connus. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu les as rencontrés? Tu t'es dit, peut-être ces jeunes-là ont du talent, ou est-ce que c'est eux qui sont venus te voir? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas l'histoire un peu derrière. Et c'est un exemple concret du coup parce que les Twins sont quand même extraordinaires dans cette manière de se trouver. En plus, ils sont deux, tu vois. C'est ça en fait qui fait leur force quand même. Mais deux identités. Mais qui se complètent, mais qui en même temps sont différentes, mais qui en même temps ils ont réussi à créer quelque chose. Comment ça se fait que eux sont devenus aussi extraordinairement mondialement connus? Qu'est-ce qui a fait leur différence? Là, c'est justement ça. En fait, dans ta question, tu as donné la réponse. C'est de cultiver la différence et non pas de la brider. Très souvent, c'est ça. Tu vois, l'histoire de quand tu as une rose en face de toi, tu n'essayes pas d'en faire une tulipe. C'est de recevoir qui est la personne et comment est la personne et de se dire, ok, pour toi, ce sera ça. Et justement, si tu prends Larry et Laurent, ils n'ont pas la même sensibilité. Et du coup, quand tu parles à Larry, tu parles d'une certaine manière où tu donnes certains codes. Et la même chose pour Laurent, etc. La même chose pour d'autres danseurs. Et du coup, par rapport à leur histoire, c'est leur grand frère, leur grande sœur que je côtoyais depuis un bon bout de temps parce qu'on jouait au basket avec le frère ou des trucs comme ça. On se connaissait depuis pas mal de temps en fait. Et eux, je les apercevais puisque c'était les petits frères d'amis à moi en fait, tu vois. Et après, au bout d'un moment, ils les ont emmenés à la salle, au COSEC. Et la première chose, c'est danse. Mais pas danse dans le jugement, c'est pas genre vas-y, c'est pas dans le jugement, c'est danse, montre-moi qui tu es et ce que tu es. Et c'est à partir de ça, je vais savoir de quoi tu as besoin. Tu vois? Il y a cette notion aussi. Ouais, c'est très intéressant. Quand tu es à l'écoute, c'est d'arriver et de dire, ok, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu es, tu aurais plutôt besoin de ça. Si tu arrives dans mon cours et que je te dis, enchanté, tu as besoin de ça. Ça veut dire que je sais même pas, j'ai même pas écouté qui tu es. Regarde certains danseurs, quand tu les regardes, ils cherchent pas à montrer ce qu'ils savent faire. Ils cherchent à te montrer ce que la musique, elle provoque chez eux. Tu vois ce que je veux dire? L'émotion qu'elle crée. Ah oui. Et c'est pour ça que quand tu les regardes, des fois, c'est organique, viscéral, parce que tu dis... Tu vois tout de suite la différence. Mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est ça. Mais en fait, c'est là, mais je peux même pas t'expliquer ce qui se passe dans mon corps. C'est la musique, qu'est-ce qu'elle provoque sur moi, en fait. Un artiste, tu vois tout de suite quand il transmet vraiment quelque chose qui vient du fond de son âme ou qui retransmet quelque chose, que ce soit un chanteur, un danseur et tout. Enfin, je sais pas, mais moi, je vois tout de suite quand c'est quelqu'un, ça vient de lui ou c'est quelqu'un qui a reproduit quelque chose. Alors, il y a la technicité, mais après, il y a l'âme, ce que tu transmets, l'émotion. Et là, c'est fort. Là, t'es en fait obligé de rester comme ça. C'est ça. Forcément, peut-être le plus technique, tu fais pas de saltos, des machins, mais ce que tu transmets juste avec quelques mouvements. Et du coup, tu fais ce que tu es. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. Et justement, alors j'en reviens à une autre question que tu m'as posée aussi. Le lien entre le développement personnel et la danse. En fait, quand j'ai commencé à donner des cours, donc à cette époque-là, dans les années 90, ça fait vieux un peu. Mais quand j'ai commencé à donner des cours à cette époque-là, quand les élèves arrivaient au mois de septembre, ils étaient tout timides, introvertis et tout, etc. Au fur et à mesure de l'année, avec le hip-hop, par la danse, on a développé chacune. À la fin de l'année, quand on fait le spectacle de fin d'année, t'as les parents qui sont en larmes, qui sont trucs. Donc quand t'es dans les coulisses, d'un côté sur scène, t'as les enfants, mais de l'autre côté, dans la salle, t'as les parents émus avec les appareils. À cette époque, c'était pas forcément comme aujourd'hui, mais c'était comme ça. C'est tellement ça donne le mec, il était comme ça. Non, mais, et du coup, t'as l'émotion des parents. Et les parents, ils viennent te voir à la fin. Et alors, les gamins, ils veulent plus quitter la scène. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est là où tu dis, c'est ça que je vais faire. Parce que je sais qu'avec la danse, je peux changer des vies. Et c'est là que tu dis, mais ça n'a pas de prix. C'est ça que je veux faire. Et c'est ça que je fais encore aujourd'hui, en 2024. Parce que je sais que par la danse, tu arrives à développer les gens. Et par le développement personnel, tu arrives à développer la danse. Du coup, et c'est ça qui a fait mon nom et ma méthode et mon travail dans la danse et dans la vie, c'est le fait de lier la danse et le développement personnel ensemble. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en aidant à trouver les autres, tu te trouves toi également en parallèle. Bien sûr. Parce que en transmettant, en partageant, j'apprends beaucoup sur moi aussi. Sur toi-même, exactement. Selon les gens que j'ai en face de moi. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fin de compte,
peut-être la vraie force de l'ikigai, parce que moi je suis aussi à la quête de cet ikigai. Comment le définir, parce que c'est bien, c'est un terme qui a sa définition, que tu connais je pense, ou sinon je te la redis, mais je pense que tu la connais mieux que... je me souviens que c'est toi qui l'as créé. Je rigole. Enfin, c'est très fort là ce que tu dis là, je pense qu'on touche à un point essentiel. C'est en fait, si tu vas créer quelque chose, enfin tu vas aller dans une direction qui te parle tellement, dans laquelle tu te découvres, qui est une passion, et que en plus tu es tellement passionné par ça que tu as forcément envie de le transmettre à des gens, c'est ça. Et que ça fonctionne comme ça, en fait tu t'auto-alimentes, c'est comme tu disais au début, c'est une sorte d'auto-alimentation. Et est-ce que voilà, ça serait pas là au fin de compte qu'on touche peut-être du bout du doigt à notre ikigai. C'est marrant que tu me dises ça et qu'on soit dedans en fait, parce que tu vois, depuis pas mal d'années là, on entend la notion de coach pour tout. Tu vois, pour tout, c'est une mode. Ça veut dire qu'il y a quelques années, quand tu allais en magasin, quand tu demandais un livre sur le développement personnel, tu avais peut-être regardé au niveau santé, et puis tu cherchais, tu en trouvais un ou deux. Là, tu t'arrives, tu dis, vous avez des bouquins sur le développement personnel? Oui, juste à votre droite, et en fait, tu as tout un rayon complet. Donc, ça a explosé, c'est devenu un effet de mode. Mais à cette époque-là, moi, je n'avais pas cette notion. Ça veut dire que tu ne sais pas qu'en fait, tu es en train de faire ça. Tu vois, comme le stoïcisme, c'est pareil. C'est une philosophie que j'ai depuis pas mal de temps. Mais quand j'en ai pris conscience, du coup, je me nourris encore plus de ce genre de trucs, de notions et de philosophie, tu vois. Et l'ikigai, c'est pareil. Ça veut dire que, pour moi, je comparais ça à une voiture. Pour moi, c'était une voiture. Et la voiture, c'est ma vie. Ça veut dire que le moteur de ma voiture, c'était ma passion. Ma passion et ce que je transmets. L'essence de ma voiture, c'est ce de quoi je me nourris. Ça veut dire les actions quotidiennes et mes routines qui font l'essence. Ça veut dire de me nourrir des bons moments et des choses positives qui m'apportent du positif. Et la clé, c'est d'avoir trouvé cette chose qui est pour moi comme une mission de vie. De se dire, alors je me prétends pas grand guide, etc. Tu vois, mais quand tu sais et que dans l'action, tu arrives à changer des vies, à sauver des vies aussi, tu te dis, mais punaise, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Et c'est là où tu te dis, mais je veux continuer à faire ça. Pour moi, c'est une mission de vie, c'est de se dire, ok. C'est ça. Et donc, tu es à l'écoute des gens et tu vois que des fois, c'est dur parce qu'en fait, tu as conscience qu'il y a des gens qui passent leur vie à côté de leur vie. Et j'utilise une expression, souvent une expression, c'est ouvrir les portes et les fenêtres. Et du coup, tu es moins enfermé sur juste une vision de la vie, mais sur plein de visions différentes de la vie. Très important. Et plus tu en prends conscience, plus tu te dis, mais il faut que j'arrête de fermer. Tu vois, quand tu voyages, plus tu voyages, plus tu te dis, mais le monde, tout ce qui est possible de faire. Il y a tellement de choses à faire, à vivre, à partager. Mais quand tu vis toute ta vie dans la même ville ou dans le même département ou dans la même région, ou dans le même cercle, même groupe, aussi, du coup, tu te nourris des mêmes choses. Et puis finalement, et j'utilise aussi cette métaphore, c'est très souvent on pense qu'on est dans une bulle, sauf qu'à force, cette bulle, ça devient une cage. Exactement. Tant que tu n'en prends pas conscience, cette bulle, c'est une cage. Et c'est là où, quand tu en prends conscience, c'est vraiment une bulle. Tu dis, ok, je vais vivre ça, mais je reviens, ça m'empêche pas d'être moi. Tu reviens toujours un peu à la maison, tu reviens toujours d'où tu viens. Exactement. Mais tu as évolué, tu t'es trouvé, tu as transmis. Mais oui, c'est ça. Et tu as partagé, tu as vécu. Et le d'où tu viens fait partie de toi. Tu vois, les carreaux de ta cuisine, c'est ton histoire. Tu vois, c'est exactement ça. Là, c'est dans ces 10 dernières années que j'apprends ça au fur et à mesure. Parce que tu dis, en parlant, tu as l'impression que telle personne a toujours été comme ça, etc. Mais c'est des apprentissages. C'est ce que les gens appellent les échecs. Pour moi, c'est des apprentissages et des expériences. Et c'est à partir du moment où tu comprends que c'est un apprentissage et une expérience, ça va mieux. Ou tu le reçois mieux. Ou tu le vis mieux. Et du coup, là, on est dans le stoïcisme, par exemple, tu vois. Mais c'est des visions de vie, c'est des philosophies, c'est ça qui permet c'est pour ça aussi qu'on se comprend. Connecté aussi avec le stoïcisme et tout ça. Ouais. T'inquiète, on est deux. Mais je te rejoins aussi sur un truc que tu as dit qui était super intéressant, qui disait en fin de compte, et c'est pour ça aussi que je viens chercher une personne comme toi, parce que je sais que
on est dans cette philosophie-là avant même la tendance de cette philosophie. Parce que je pense que de toute façon, même, regarde, tu me dis, il y a des tonnes de coachs de vie qui écrivent des livres, qui font des trucs. Et tout. En vrai, je pense que quand tu es vraiment dans le truc, tu n'as même pas le temps de faire ça. Tu vois, si ce n'est quand tu as un certain nombre d'années où là, tu peux transmettre un peu tes mémoires et parler de ça. Mais là, tu es tellement, toi, dans ton quotidien, tu es tellement nourri par ça. Moi, j'en vois la plupart là, des soi-disant coachs de vie, machin, qui sont sur Instagram, ceci, cela. J'ai l'impression que c'est. En fait, ils essayent de juste se coacher eux-mêmes à travers des trucs. Enfin, ça n'a parfois aucun sens. Pas tous, bien évidemment. Il y en a qui étudient là-dessus et tout. Mais je suis allé chercher quelqu'un qui le vit pleinement et qui n'a même pas le temps en fait, de partager ça. Enfin, tu le partages de temps en temps à travers des petites phrases, etc. On voit que tu es dans une philosophie, un mindset parce que tu es dans la transmission. Mais tu n'es pas là à en faire tout un. De quoi en vendre en fait la chose, tu vois, t'es pas là à dire voilà, j'ai appris que je me vends pas, je cherche pas à me vendre. C'est exactement ça, je partage ce que t'es je peux vraiment partager. dans le partage. Et t'as compris ces philosophies-là et ces notions de vie-là avant même que ça soit tendance. Et après, je pense que ça fait un peu comme moi. Des fois, voilà, j'entends parler d'ikigai, j'entends parler de loi d'attraction, j'entends parler de stoïcisme. Parce qu'on a mis des mots depuis ces dernières années dessus, mais en fait... Mais en fait, je me dis, bah oui, logique, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais oui, logique. Et c'est là que c'est intéressant. Plutôt que là, maintenant, ça devient trop tendance de dire, ah oui, je suis... Bah, ça revient le même principe. C'est que malheureusement, on parle de ça un peu partout. Et faut aller piocher un peu à droite, à gauche et se dire, ok, parce qu'on peut se nourrir de tout sur les YouTube, etc. Mais on a très vite fait de s'enfermer. En fait, on a une ouverture sur le monde, mais on a très vite fait de s'enfermer dans un truc, dans une idéologie, dans un machin. Rester dans sa bulle, comme tu dis. Et en fin de compte, tu t'enfermes. Et ça crée des manques de compréhension entre les gens, ça crée des divisions, ça crée plein de choses. J'en profite justement, tu sais, quand les gens se disent, ok, j'ai besoin de développement personnel, j'ai besoin d'être coaché, accompagné, etc. Ils vont dire, bon, je vais lire un bouquin, je vais lire tel bouquin parce qu'il a été vendu, parce qu'il a vendu à je ne sais plus combien de millions d'exemplaires. Est-ce que le bouquin que tu veux prendre, il est pour toi? Est-ce qu'il te correspond vraiment? C'est ça. Et souvent, on cherche même un bouquin, je pense, qui va nous conforter dans ce qu'on pense ressentir. Tu vois. En final, ce n'est pas des outils qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui prenne leurs responsabilités, qui prenne leur vie et tout ce qu'ils n'arrivent pas à assumer et à porter. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est de se comprendre soi-même. Je parlais de tout à l'heure, et j'en parle là, de l'intérieur et de l'extérieur. On est trop à l'écoute. Et là, je vais en revenir justement à l'histoire des réseaux sociaux et de la nouvelle génération. On va trop chercher nos codes, nos validations, nos acceptations, nos formations à l'extérieur, sans avoir écouté ce que l'on a à l'intérieur. Et là, il est là le problème. Et là, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on fait par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. On ne fait pas parce que l'on est. Faites ce que vous êtes, c'est ça. Ne faites pas ce qui marche. Du coup, là, je vais prendre l'exemple de la musique. C'est, par exemple, pour le rap, à l'époque, t'entendais... Tu savais que c'était arsenic. T'entendais un terme, une expression, tu savais que c'était tel rappeur. Là, t'entends... tu sais même pas. C'est une génération entière qui te fait ça. Et c'est un problème parce que la plupart... Alors, je ne vais pas dénigrer parce qu'il y en a quand même des bons aujourd'hui, dans chaque génération d'ailleurs. La plupart font ce qui marche. Exactement. Et le problème du coaching, c'est ça aussi, ça. C'est que c'est parce que ça marche. Donc les gens se disent, je vais le faire parce que ça marche. Coach parce que, voilà. Tu vois? Et malheureusement, et c'est là où, par exemple, pour la danse, c'est le même cas, puisque je me posais la question, c'est que les gens vont faire ce qui marche, et non pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, c'est quoi ta sensibilité? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu es? Et à partir de ça, choisis ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie d'hurler. C'est ça. Là, ce que tu vis, vas-y. Et c'est ça, fais ce que vous êtes. C'est fais ce que tu es. Tu sais, il y a beaucoup de termes qu'on utilise sans vraiment en avoir conscience. L'histoire de l'instant présent, c'est pareil. C'est des choses... c'est le mec qui passe d'un truc. Ouais, c'est clair. Non, mais faites ce que vous êtes, c'est d'abord ce que tu ressens. Il y a des gens qui ressentent des choses, la première intuition, mais on ne l'écoute pas. Parce qu'on se dit, mais non, il faut être comme ça. J'ai entendu, elle, sur son podcast, ou lui, sur son podcast, il a dit qu'il fallait être comme ça. Et du coup, même si je ne le vis pas comme lui, je vais faire pareil. Je vais faire pareil, exact. Donc, en fait, là, ta vie, elle est guidée par les réseaux. Ta vie, elle est guidée par les podcasts, les youtubeurs, les influenceurs. Et c'est pour ça que même la notion d'influenceur... Ouais, ça en dit long. Ça en dit long. C'est quoi Assieds-toi, vas-y, on parle de... c'est quoi un influenceur? C'est clair. C'est quoi un créateur de contenu? C'est quoi tes podcasts? Le fond de ton podcast, c'est quoi? Pourquoi tu fais un podcast? Dans quel but? Pour partager ce que tu es?
Ok. Pour donner des outils, ok. Pour faire parce que les autres font, pas ok. Bancal. Ouais, c'est bancal. Et malheureusement, il y a une majorité. Là, le problème, c'est qu'il y a une majorité de je fais parce que ça marche. Ouais. Et c'est là où moi, ça me pose problème. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans la photographie, dans le truc. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De l'audace. Ça veut dire que ce qui fait ton identité, ce qui a fait ton identité, ce qui fait encore ton identité aujourd'hui, c'est parce que tu as eu l'audace de dire moi, je prends cette direction-là. Mais c'est ton cœur qui t'a dit de faire cette direction-là. Du coup, tu marches. Du coup, tu fonctionnes. Du coup, d'autres disent oh, Jim, j'aime bien ce qu'il fait. Et du coup, ils vont faire pareil. Combien de toute façon d'exemples on a vu comme ça. Donc, Jim, j'ai pris un appareil photo à 700 €, mais maintenant, comment je fais de la photo? Tu vois, genre, ils prennent le truc, mais pourquoi? Mais j'ai vu que ça marchait, qu'on pouvait faire de l'argent. Je voulais me vendre à 250 € là, mais il n'accepte pas. Je fais, mais cousin, t'as déjà fait des photos? Grave. Bah non, mais je vois que toi, tes prix, c'est ça. Bah oui, mais moi, il m'a fallu un temps d'expérience, de dévelossement. Même moi, je n'osais même pas me vendre à tant d'euros déjà avant. Je faisais juste parce que je kiffais, en fait. Tu vois, donc c'est vraiment, t'as touché à plein de points essentiels. Les gens se réveillent là-dessus. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que du coup, ces personnes-là, la première chose que je pense et la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est avant d'être dans le paraître, commencer par être. Bon. J'arrête là. Moi, j'arrête là. Tout est dit. Si avec ça, on comprend pas, franchement, là, je sais pas. Mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et être, le truc, c'est que... Commence par être. Magnifique, ça, je vais le ressortir. Avant d'être dans le paraître, commence par être. Ça résume tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Mais parce que c'est ça. Et là, le problème, c'est de se dire, il faut que je sois. Ouais. Mais il faut que tu sois, il faut que tu sois toi d'abord. C'est ça. Point. Faut arrêter de tomber dans le piège des réseaux sociaux, entre autres, parce que cette génération, c'est les réseaux sociaux, mais même avant les réseaux sociaux, c'était, on se comparait par rapport à ce qu'on voyait, à ceux qui réussissaient dans notre entourage, etc. Donc c'est juste que c'est amplifié. C'est ça. Peu importe. Mais ne pas se faire influencer bêtement, de se dire, ah oui, éventuellement, c'est vrai que je le vois danser, ça a l'air kiffant parce qu'il a l'air de kiffer. Alors je vais essayer, mais peut-être que tu vas pas aimer ou peut-être que tu vas pas aimer effectivement ce style de danse. Donc tu vois, faut y aller, faut tester en fait, faut aller, faut essayer, faut voyager, faut rencontrer. Il faut aimer, il faut ne pas aimer, il faut détester. Faut détester, voilà. Au moins tu comprends que ça j'aime pas. Ça j'aime. Moi, par exemple, je voulais faire du sport, mes parents m'inscrivaient pour faire du sport quand j'étais jeune, comme tout le monde. J'ai testé tous les sports du monde. Bon, j'en ai pas trouvé un vraiment que j'ai vraiment plus aimé finalement. Enfin, si ce n'est la natation, tu vois. Mais avant de faire ça, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du foot, du rugby, j'ai fait du machin. Voilà, j'ai vu plein de trucs. Même au rugby, je me pétais la gueule. J'aimais pas, tu vois. Oui, mais au moins tes parents t'ont guidé. Mais ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont laissé le choix. Et là, c'est là qu'ils ont été très forts et tu t'en rends compte après. Après, ça dépend aussi comment tu le perçois. Soit tu te dis, moi j'ai fait échec sur échec, parce que c'est vrai, il y a des moments où tu te dis ça. Tu dis, en fait, le sport n'est juste pas fait pour moi, ou je suis juste, je n'aime rien, tu vois. Mais c'est juste, t'as pas trouvé ta voie ou le truc qui te touche. En fait, ça t'a guidé à dire, voilà, je sais que j'aime ce style de sport-là, je sais que ça j'aime moins. Voilà, au final, j'ai trouvé que, voilà, en étant dans l'eau, moi j'adorais ça, la natation, j'ai adoré. J'en ai fait pendant un temps, et puis voilà. Et c'est pareil pour la passion, c'est pareil pour l'art, les métiers artistiques et les métiers artistiques. Je pense que l'art est très très fort parce que ça t'aide à découvrir qui tu es vraiment et tes sensibilités. C'est ça. Ça peut être en peinture, en danse. Exactement. C'est pour ça que on a lié. Alors quand je dis on, c'est parce que j'ai pas créé le COSEC tout seul. Tu vois, c'est avec mes sœurs, avec mes meilleurs amis et tout. Et c'est pour ça que on a pris conscience de ça sans avoir les termes à l'époque. Que justement par l'art on pouvait changer des vies, par l'art on pouvait apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Exactement. Et quand tu prends conscience de ça, tu dis wow. Et c'est là qu'on se rejoint. Mais oui, c'est pour ça qu'on se rejoint. Quand j'ai monté ça avec mes amis, et j'en ai parlé dans notre podcast avec Terry, etc. Quand on a monté ça et qu'on se rendait compte de l'impact qu'on avait au niveau juste déjà l'entourage le plus proche, nos amis qui nous suivaient dans notre délire, et ensuite l'entourage un peu plus élargi, comment ils disaient, comment les gens étaient fiers aussi de dire je fais partie de telle association, on a fait ça, on fait ci, on se comprend et tout. Et en fait, c'est des associations, c'était multiculturel. Enfin, c'était vraiment, c'est pas juste, voilà, comme je disais, une école, on doit tous faire pareil et réussir. C'est moi, par exemple, j'ai à chaque crew, on réunissait danseurs, chanteurs, humoristes, machin, et ça permettait d'avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que les gens qui rentraient dans l'association, ils disaient ah mais ok, ça m'intéresse, moi je connecte plus avec lui, ça me parle, ça truc. Et ils trouvaient leur voix. Ils se trouvaient. Tout simplement, parce que c'était ça le but de l'association. C'est viens comme tu es. C'était vraiment ça. Et je préférais quelqu'un
qui vienne comme il est et qui se cherche encore et qui essaie de se découvrir et qui a pas encore quelqu'un qui est ultra passionné mais qui est fermé, enfin qui est ultra performant mais qui est fermé dans son truc, qui est que dans la technicité, qui est que dans le moi je suis là pour battre, pour réussir, pour ceci, cela. Enfin tu vois, il y avait deux mindsets un peu différents et je me rendais compte très vite que non, on cherchait des passionnés justement, des passionnés, des gens qui voulaient évoluer, qui voulaient transmettre, qui voulaient aider, qui voulaient s'aider eux-mêmes aussi, qui voulaient se trouver eux-mêmes. Et voilà, et c'est un peu cette continuité là. Oui, mais regarde le nombre de fois où toi ou nous, même nous tous les deux, il y a des choses qui se font naturellement parce que en fait c'est le cœur à cœur qui parle directement. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que des fois, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait pleurer, ce qui nous fait rire, on cache. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, par exemple, un homme, ça pleure pas. Oh! Sauf qu'un homme, avant d'être un homme, c'est un être humain. Juste info. Donc si son corps parle et lui dit, et que les larmes coulent, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché. Si un homme pleure, c'est parce que son corps lui parle, lui dit quelque chose. Une femme qui pleure, c'est pareil. Un être humain. C'est même pas histoire de femme, homme, enfant, adulte. C'est juste l'être humain. Et à partir, en tant que, voilà, exactement. En tant qu'être humain, qu'est-ce qui te touche? Ça te fait pleurer? Laisse les larmes couler. Ça te fait... T'as envie d'hurler? Hurle. Des fois, je suis à l'arrêt du bus et un son est tellement bon, j'hurle. Des fois, il y a des moments, mais tout bête, avec un enfant, un bébé, où il se passe quelque chose. Tu vois les premiers pas, ou tu sais quelque chose d'émouvant. Tes actions, elles sont guidées par les émotions. Mais on doit pas forcément les camoufler, les cacher tout le temps. Sinon, du coup, tu es dans le paraître. Tu n'es plus dans le être. Alors, à l'exemple de vie, tu grandis, puis tu te mets en couple, et puis on dit, quand est-ce que vous vous mariez? Puis après, tu te maries, et puis après, on dit, quand est-ce que vous faites le premier enfant? Puis t'en fais un premier, puis après, on dit, quand est-ce que vous faites le deuxième? Mais déjà, de base, je me marie quand je veux. Déjà, de base, mon enfant, je le ferai quand je voudrais. C'est ça. Enfin, on le fera, parce que ça se fait pas tout seul, on le fera quand on voudra, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est... Chacun a la sienne. Mais du coup, toi, quand t'es pas dans ces codes-là, dans ces idéaux-là, tu dis, je suis pas normal. Ouais, tu te remets tout de suite, il y a toujours la pression de la société qui vient au bout d'un moment, un jour ou l'autre. Exactement. Même si tu veux pas être dans ces codes-là, t'entends toujours à droite, à gauche, Exactement. Tu fais quoi, c'est comment? C'est exactement la pression, surtout sur les femmes, mais à ce niveau-là. Mais bien sûr. Mais là, je vais avoir 30 ans, j'ai pas d'enfant, et puis bien sûr, il y a l'horloge interne, etc. Mais qui te dit que t'en voulais même peut-être un, tu vois, genre... Oui. C'est pas obligé, quoi. Et du coup, ça devient une nécessité. Voilà. Mais c'est dur et c'est triste en même temps, tu vois. Vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Et comme tu es, comme tu la ressens. Et là, alors justement, tu parlais de société. Là où pour moi, il y a un réel problème, et c'est ce qui crée... Alors, on l'utilise beaucoup aujourd'hui, ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, c'est exactement... c'est un truc de... je sais de quoi je suis capable, mais en fait, je doute sur ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont bons dans un domaine, mais comme la société fait en sorte qu'il faille absolument être dans ce format-là, du coup, quand tu n'es pas dans ce format-là, tu as l'impression de ne pas être normal. Exactement. C'est chaud. C'est très, très chaud. C'est chaud. Ça veut dire que quand tu es toi, tu dis, je suis moi, mais il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Il y a un truc qui ne va pas. Mais si, ça va. Continue à être toi, c'est ça. Continue à vivre. Ça. Mais là, on est dans une société où, en fait, quand on est soi, c'est pas normal. C'est pas normal, ouais, c'est ça. C'est pas rentrer dans le moule, absolument. Ouais, mais tu sais, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la femme plus précisément sur la taille, sur le gabarit, sur ceci, sur cela, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Ben, si du coup, t'es pas comme ça, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui est normal et qui définit ce qui est normal ou pas? Si demain, je sors avec une chaussette bleue, une chaussette rouge... Amen. J'ai le droit. Ouais. J'ai le droit. Ça sera ton identité. Et certainement, les gens vont rigoler au début, mais de par ce rire, ils vont dire, putain, le mec a osé, quoi. Et les gens, ils vont dire, non, mais c'est pas normal. Mais qui tu es, toi, pour dire si c'est normal ou pas? Exactement. C'est pas normal. Donc, il faut avoir confiance en soi, en qui on est, mais avant tout, se comprendre, se connaître. Si je danse, là, je dis, si vous dansez à l'arrêt du bus et que les gens vous regardent, c'est pas vous le problème. C'est les gens qui vous regardent le problème. Et c'est leur propre reflet. Voilà, exactement. C'est le truc. Là, vous êtes en train de leur renvoyer ce qu'ils ne font pas et qu'ils aimeraient faire. Exactement. Donc, c'est pas vous le problème. Continuez à danser. Continuez à vivre.
quelle que soit la façon dont vous dansez. Vous êtes en train de vous faire un kiff là sur le moment. C'est ça aussi l'instant présent. C'est de ne pas réfléchir. Alors, c'est encore une autre notion, c'est le lâcher prise. Ouais. Lâcher prise, mettre de côté le jugement des gens aussi, ne pas avoir peur du jugement des gens. Mais oui. Mais ça, ouais, comme tu dis, c'est une autre notion encore. Mais la notion de lâcher prise, alors petite parenthèse, tu vois, rapidement, la notion de lâcher prise, c'est quoi? C'est accepter de ne pas contrôler. C'est chaud. Et ça, c'est dur. Ça veut dire que c'est du travail pour... c'est très grave. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, là, quelqu'un qui a l'habitude de contrôler, il faut que tu contrôles le fait de ne pas contrôler. C'est ouf. Et du coup, il y a un travail, puisqu'on a grandi à contrôler. À contrôler tout. On a été éduqué, on a été conditionné à contrôler. Du coup, quand tu dis, lâche-toi, ne réfléchis pas, laisse-toi aller. Non, je sais pas faire. Je sais pas faire, exactement. T'es bloqué. Donc, il faut apprendre à ne pas contrôler. Mais les gens, ils sont dans un truc de contrôle, donc du coup, c'est déroutant, en fait. C'est déroutant et ça fait paniquer. Donc, du coup, les gens, ils font quoi? Ils évitent. Ils évitent le lâcher-prise. Donc, du coup, ils subissent. On subit notre vie. Exact. On a subi au lieu de la vivre. Eh bien. On a subi au lieu de la vivre. Mais c'est grave. Tu sais, en fait, c'est... Tu vois, tu sens que c'est le cœur qui parle. Pire que logique, hein, tu vois, on a beau tourner le truc dans tous les sens, je pense qu'on revient sur le même sujet. Connaître soi, ne pas se fermer des portes, être ouvert, ne pas avoir peur d'être et ne pas paraître. C'est les grandes leçons, je pense, que j'ai retenues là de tout ce que tu as pu, me dire. Parce que bon, mine de rien, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Moi, je suis obligé de un peu écouter le truc, non pas que je ne veux pas continuer avec toi. Mais le thème est incroyable. Et vous pourrez du coup retrouver Playmo, je pense, tu me diras, si jamais on veut continuer, si on veut avoir des coachings, si les gens qui nous suivent se disent voilà, j'aimerais bien être coaché par Playmo ou voir ce que tu fais et tout, comment on peut faire? Il y a Instagram, là, c'est le moyen par lequel me joindre, le moyen plus simple et le plus rapide, c'est par Instagram, et puis on va mettre des messages et puis après voir ce que l'on peut faire et comment on peut le faire. Super. Avec plaisir. Super, parce que je pense que tu peux que aider les gens et c'est important de le faire aussi à travers l'art, à travers ton vécu, à travers tout ce que tu as connu, parce que tu n'es pas un gars qui sort de nulle part et qui a suivi la tendance à dire allez, je vais vous apprendre à être bien avec vous-même en ayant écouté 2-3 podcasts sur TikTok. Voilà, là c'est ton histoire, c'est ta vie, c'est via ton expérience et ta vision exactement. Et moi je pense qu'elle est très juste sur beaucoup de points. Personne à la science infuse bien évidemment, mais il y a des choses qui se ressentent, tu vois. Justement, même si là j'ai l'air à l'aise ou ceci, cela, je suis un être humain et j'apprends et je continue à apprendre chaque jour sur moi-même parce que j'ai conscience qu'il faut que je sois à l'écoute de moi-même, donc j'apprends chaque jour jusqu'au jour où, tu vois. Mais j'apprends chaque jour et quel que soit notre âge, on peut bien sûr commencer à vivre sa vie. Déjà. Parce que des fois, j'ai dit tout à l'heure, on passe toute notre vie à côté de notre vie, mais tant qu'on n'en prend pas conscience, on est à côté, tu vois. C'est ça. Donc du coup, on apprend chaque jour, mais il faut être à l'écoute de ça, à l'écoute de soi et à l'écoute de ça. Vivons. N'oubliez pas de vivre. Exactement. N'oubliez pas de vivre. C'est vraiment ça. S'il fallait conclure, je pense que voilà. Mais dis-moi. C'est parfait pour conclure. Et j'ai peut-être une dernière petite question à laquelle tu vas répondre peut-être en une phrase si tu peux. Vas-y, dis-moi. Mais si tu peux, je vais le on va essayer. Mais c'est une question que j'aime bien poser à chaque fin de podcast. Qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi? C'est-à-dire à ton toi enfant, à ton toi qui te découvrait, ton toi enfant, ton toi avant d'avoir découvert la danse, d'avoir découvert ta passion, etc. Et qu'est-ce que tu te dirais à toi-même, en fait, comme conseil en tant que toi, maintenant, à quasiment 50 ans? N'oublie pas de vivre, en fait. Tout simplement. Je commençais à chercher, mais en fait, c'est ça. C'est tout simple. En vrai, je t'ai posé la question, mais tu as déjà cette réponse parce que tu l'as donné au travers tout ça. Parce que n'oublions pas d'où vivre. En fait, il y a trop de choses sur lesquelles on se torture. On se torture. Il faut arrêter de se torturer. Et des fois, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On a la chance de vivre. On a la chance de vivre. N'oubliez pas de vivre. Profitons de chaque instant. De l'instant présent. Exactement. C'est exactement ça. Les mots. Ouais. Merci pour ce magnifique, merci beaucoup, franchement, ce magnifique échange. Au top, franchement, toujours aussi magnifique. Avec plaisir. Retrouvez Playmo sur les réseaux sociaux, mais tout ça. Merci comme d'habitude à Aurora Agency, à l'équipe, Kevin et Dani, à Aurora Studio de nous avoir accueillis ici.
Et voilà, là c'est une équipe de cœur qui est là et de passionnés, donc on sait qu'on est tous dans la même vibe. Et c'est comme ça qu'on peut vous proposer des podcasts de qualité. Merci beaucoup. Et merci à toi Playmo d'avoir répondu présent. Et, avec grand plaisir. Et j'espère que ça sortira pour la date pour le 16. Pour fêter ça. Pour les 50. On espère. Merci encore. Mille merci, et puis on se recroisera peut-être bientôt pour d'autres événements. Forcément. C'est même sûr. Ouais, et on reste connecté. Yes. Big up.